Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Business. Au sommaire de cette émission, comme chaque mardi, toute l'actualité économique de la région détaillée par Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Sophie. Et notre invitée aujourd'hui, c'est Laure-Pierre Risnard, directrice générale de la confiserie du Roi René. Bonjour. Bonjour Sophie. Merci d'être venue sur ce plateau. Marseille Business, ça commence tout de suite avec un chiffre, le chiffre de l'écho de la semaine. Laurence, on parle croissance. On parle croissance, on parle logistique. C'est 16,5%, c'est la croissance du nombre d'effectifs en 5 ans dans la région. Donc c'est la preuve peut-être que l'e-commerce l'a aussi boosté, puisque ça en fait partie. Et donc il y a 100 000 emplois, 60 000 établissements. Et c'est aussi un secteur qui recrute normalement dans le déménagement, dans tout ce qui est le fret interurbain et dans les remontées mécaniques. Alors ça, on verra un petit peu comment ça se passe plus tard dans les stations de sport. Mais en tout cas, c'est un secteur qui recrute et c'est l'une des 12 filières d'excellence qui a été identifiée par Pôle emploi. Merci beaucoup Laurence. On va en parler justement avec l'invité de Marseille Business. Bonjour Laure-Pierre Risnard. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Marseille Business. Vous êtes directrice générale de la confiserie du Roi René, connue pour ses mythiques calissons, mais qui fabrique aussi plein de confiseries provençales. Vous êtes également représentante de l'association EPV, Entreprise du patrimoine vivant. Pour commencer, comment se porte le secteur de la confiserie dans la région ? Écoutez, le secteur de la confiserie se porte plutôt bien à présent. C'est vrai qu'on a vécu une année 2020 très compliquée, puisque forcément il y avait peu de moments de partage, d'occasion d'offrir aussi. Donc forcément la confiserie, ça fait partie de ces produits-là qu'on aime à offrir. Donc un recul sur l'année 2020 d'environ 5%. Et sur l'année du coup 2021, on n'a pas tout à fait retrouvé le niveau 2020, mais une croissance de 4% avec les derniers mois qui se portent bien. Au sein du secteur, la confiserie du Roi René tire plutôt son épingle du jeu. On est très heureux parce que comme le secteur, on a été très très impacté en 2020 avec un fort recul et on termine l'année en dépassant le record historique de l'année 2019. Donc grâce à quoi notamment comme confiserie ? Qu'est-ce qui marche le mieux ? Alors qu'est-ce qui marche le mieux ? Bien sûr notre cœur de métier, le calisson, le nougat de Provence, qui était notre savoir-faire historique et qu'on a remis à l'honneur depuis quelques années. Donc ces produits-là et aussi les savoir-faire sur lesquels on est allé parce qu'on a aussi appris de l'année 2020, on a élargi nos métiers, nos savoir-faire. On a la chance d'avoir au sein de l'entreprise familiale plusieurs ateliers, une biscuiterie à Fort-Calquier, une confiserie à Banon dans les Alpes de Haute-Provence. Et donc aujourd'hui, on est capable de couvrir tous les segments de l'épicerie sucrée. Et c'est un vrai atout quand on est comme ça dans des... C'est finalement de la diversification par rapport à ce que vous faisiez il y a peut-être 2 ans. Oui. Vous avez aussi milité pour le renouveau, on va dire, d'une filière qui est très importante pour vous. C'est tout ce qui est amandes et pistaches. Où est-ce que ça en est ? Alors effectivement, en 2015, on a souhaité relancer un plan de culture de l'amande en Provence parce que la Provence était une terre où les amandiers étaient très présents, notamment fin 19e, début 20e. Pour ensuite disparaître peu à peu de nos paysages pour laisser place à d'autres cultures, peut-être plus, on va dire, rentables. L'amandier est un arbre aussi qui souffre des périodes de gel. Bon, bref, il y avait énormément de concurrence puisque de loin, la Californie est le premier marché. Et donc, ça représente à peu près 90% de la consommation française, c'est des amandes de Californie. Mais nous, la volonté, c'était vraiment de sourcer nos matières premières au plus proche de la fabrique. Et donc, on s'est associé avec d'autres entreprises locales comme l'Occitane, comme d'autres confiseurs aussi, pour relancer avec la Chambre d'agriculture cette culture. Le plan était initialement de 1000 hectares sur entre 5 et 10 ans. On va dire qu'on a déjà replanté 800 hectares et qu'il y en a 400 autres qui s'annoncent. Donc vous c'est allez un peu plus positif. Vite que on va prévu. dire on maintient le rythme, mais on dépassera en termes d'hectares ce qu'on s'était fixé, ce qui est très positif. Et voilà, fort de ce projet-là, on a aussi souhaité réintroduire la pistache, qui est elle plus un ingrédient phare de nos nougats. Et c'est vrai que la pistache, comme l'amande, était présente il y a
quelques centaines d'années en Provence. Et c'est en plus un arbre qui correspond bien aux enjeux climatiques d'aujourd'hui, parce que le pistachier résiste très bien aux périodes de gel comme aux périodes de sécheresse. Donc on se dit qu'il va bien s'adapter aussi par rapport à ce qui nous attend aussi en Provence. Et justement, vous nous avez apporté votre nouveauté. Oui, un tout à de fait. pistache, pas seulement pour les calissons, du coup, la pistache. Voilà, pistache pour le nougat, c'est un super ingrédient pour un confiseur. Et là, on est sur une pâte de pistache qui peut se tartiner, se pâtisser. Voilà, donc c'est vrai que ça fait partie aussi de comment on se réinvente aussi. Voilà. Je suis sûre que Laurence a envie de goûter. On va attendre la fin de l'émission. C'est bientôt la Chandeleur. Et oui, on donne des idées recettes en même temps, c'est très bien, on fait tout. Il y avait un autre cheval de bataille sur lequel vous êtes attelé il y a 5-6 ans. C'était éviter la contrefaçon. Vous avez subi une contrefaçon qui venait de Chine, notamment avec les calissons, mais avec un cas. Vous avez déposé un dossier d'IGP qui est parvenu à son terme. Qu'est-ce que ça a apporté ? Oui, alors il n'est pas encore parvenu à son terme, mais c'est vrai qu'il a été déposé et il est en cours d'étude maintenant au niveau de l'INAO. Parce que quel institut qui définit les IGP, qui valide les cahiers des charges et les signes de qualité. Donc il y aura une première étude de cette IGP en France, puis ensuite en Europe. C'est pour ça que c'est un processus qui prend du temps, mais qui nous permet nous de mieux protéger notre signe de qualité et aussi de garantir auprès des consommateurs une qualité autour d'un produit Calisson-Dex, un produit emblématique de notre région. Sur l'international, vous aviez entamé, vous, les calissons du Roi René, une première aventure notamment aux États-Unis. Oui. Est-ce que la crise a remis ce mouvement d'internationalisation en cause ? Et est-ce qu'il y a d'autres marchés peut-être plus proches qui... Oui, alors je dirais que ça ne l'a pas remis en cause, parce que comme pour toute PME, qui est en plus porteuse un peu du savoir-faire d'excellence français, l'international est un enjeu incontournable. Mais avec la crise, effectivement, il a fallu se recentrer un peu sur notre marché domestique, consolider ce marché. Et c'est vrai, peut-être travailler avec les moyens aussi par rapport à nos ambitions. Et donc, on s'est recentré pas mal sur l'Europe et les marchés qui sont proches, comme l'Allemagne, la Suisse, le Benelux, qui sont en plus marchés forts consommateurs de confiserie. Et on a toujours aussi la volonté de se positionner sur le grand export. Il y a des marchés en particulier dans le grand export ? Oui, alors en ce moment, on est beaucoup sur le Dubaï, le Moyen-Orient, puisqu'en plus, nos confiseries ont un vrai écho là-bas. Et comme on est sur des produits de luxe à la française, c'est aussi très apprécié de ces marchés. Il y a aussi un autre sujet qui vous est cher, c'est vous appartenez à l'association Entreprises du patrimoine vivant, donc c'est un label qui est décerné par l'État à des entreprises qui perpétuent un savoir-faire. On avait reçu sur ce plateau, Sophie, si tu t'en souviens, Guillaume Filet, qui est le président de l'association. Vous en faites également partie et vous occupez notamment de tout ce qui est promotion de ce label. Comment ça se passe et quels sont vos objectifs ? Alors, comment ça se passe ? Ça se passe plutôt bien. C'est vrai que l'association s'est créée l'année dernière. On a eu 15 membres fondateurs avec un bureau qui s'est formé. Une trentaine d'entreprises nous ont déjà rejointes, on va dire, sur le mois de septembre. Et on a déjà fait un événement commun qui s'appelait Excellent les pop-up, destiné au grand public, qui était à Aix-en-Provence et qui réunissait une trentaine d'entreprises. La volonté, c'est de continuer à faire rayonner ces entreprises du patrimoine de notre territoire. Donc, on a une centaine d'entreprises, donc on a encore beaucoup de choses à construire et de profiter effectivement des synergies et de l'effet réseau qu'on peut avoir, puisque plus on est nombreux, plus on est fort, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce label, il porte aussi bien sur le savon de Marseille, les savonniers, les santonniers. Enfin, on a des vrais savoir-faire d'excellence. Et c'est vrai que du coup, il y a une complémentarité dans les entreprises aussi. Merci beaucoup, Laure-Pierre Resnard, d'avoir été l'invitée de Marseille Business. Vous restez avec nous tout de suite. Laurence, tu nous présentes l'entreprise de la semaine. Alors, qu'est-ce que tu nous as sélectionné comme entreprise ? On retourne vers la logistique. Donc, c'est DMS Logistics qui est né à Marseille en 2020 et qui utilise la data, donc le big data dont on parle assez souvent. Donc, toutes les données des ports et notamment des conteneurs pour pouvoir gérer leurs déplacements et donc fluidifier la chaîne logistique. Et c'est une entreprise qui cherche à lever des fonds, entre 1 et 5 millions d'euros pour se développer. Elle a déjà 3 ports en clients et c'est une pépite du territoire. Pépite du territoire, comme toujours ce que tu trouves chaque mardi. Le calendrier de l'écho.
Le rendez-vous à ne pas manquer. Alors là, on passe sur un sujet un petit peu plus, j'allais dire, pas intellectuel, mais c'est tout ce qui est deep tech. Donc la deep tech, c'est toutes les innovations qui sont capables de révolutionner le monde. Donc ça laisse place à l'imagination. Et c'est le Deep Tech Tour qui est organisé par Aix-Marseille Université et par BPI France et qui s'adresse à tous les chercheurs, les doctorants qui voudraient créer une entreprise. Et on sait que c'est parfois pas facile de passer du laboratoire à l'entrepreneuriat. Donc c'est une journée qui a lieu le 4 février de 10h à 16h sur le campus Saint-Jérôme pour tout savoir comment devenir entrepreneur quand on a une super innovation qui va révolutionner le monde. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau de Marseille Business. Prochain Marseille Business, c'est mardi prochain. Quant à nous, prochaine chronique thématique, c'est demain avec C'est votre emploi, toute l'actualité de l'emploi dans notre région. À tout de suite. C'était